Avez-vous déjà eu l'impression de parler à un mur, comme si vos mots disparaissaient dans les airs, sans réponse, sans regard, sans reconnaissance? Ce n'est pas un manque de son, c'est un manque de présence. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans vivent ce type de douleur silencieuse. Leur mari qui, soudainement, semble distant, indifférent, absent, même s'il est physiquement à leur côté. Le dîner en silence. Les questions qui restent en suspens. Les yeux fixés sur la télévision, sur le téléphone portable. Partout sauf sur votre visage. Vous essayez d'entretenir la conversation, de parler de la journée, des enfants, d'une sortie, et il répond par monosyllabes quand il répond. Ce n'est pas seulement un malaise passager, c'est une rupture du lien affectif, une blessure émotionnelle qui, si elle est ignorée, peut lentement ronger des années de vie commune, d'histoires partagées, d'amour construit avec patience. Mais que dirait Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, à propos de ce type de comportement? Un homme qui ignore sa femme est-il simplement grossier, négligent, voire égoïste? Ou y a-t-il des forces plus profondes en jeu, des forces inconscientes, émotionnelles, qu'il ne comprend peut-être pas lui-même? Freud a passé des décennies à étudier les mécanismes du désir, de la répression, du transfert et de la dynamique inconsciente dans les relations humaines. Il savait que, souvent, ce que nous voyons à la surface n'est que la pointe d'un iceberg émotionnel. Et c'est précisément dans ce domaine, celui des motivations cachées, des conflits internes, des défenses psychiques, que nous trouvons des indices puissants pour comprendre ce qui se passe lorsque l'amour se transforme en silence. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 actions pratiques et profondément psychologiques que vous pouvez entreprendre lorsque votre mari commence à vous ignorer, non pas sur la base de conseils superficiels ou de phrases toutes faites, mais en nous appuyant sur les travaux de Freud. Il ne s'agit pas de manipulation ni de jeu de pouvoir, il s'agit de compréhension. Il s'agit de reconnaître que souvent, le comportement d'un partenaire n'est pas un choix conscient, mais un symptôme, un signe de conflits internes, de traumatismes non résolus, de changements profonds dans l'identité, en particulier à partir de la cinquantaine. Vous n'avez pas à accepter l'abandon émotionnel, mais vous n'avez pas non plus à réagir avec colère, reproche ou désespoir. Il existe une voie plus sage, plus consciente. Une voie qui part de la connaissance de soi, de l'empathie psychologique et du courage de regarder ce qui se cache derrière le silence. Une voie qui ne cherche pas à changer l'autre de force, mais qui transforme la dynamique de la relation à partir de votre propre position émotionnelle. Allons-y ensemble pour démêler tout cela, avec clarté, profondeur et respect, parce que vous méritez d'être vu, vous méritez d'être entendu. Et plus encore, vous méritez de comprendre ce qui se passe afin de pouvoir agir avec lucidité, dignité et amour-propre. Cette vidéo ne traite pas de la manière de reconquérir quelqu'un, elle traite de la manière de redonner un sens à une relation qui semble s'être perdue dans le temps. Commençons. Lorsque votre mari vous ignore, votre première réaction est de l'interpréter comme un rejet. Vous pouvez penser « il ne m'aime plus, il me punit, il ne s'intéresse plus à moi ». Ces phrases résonnent dans votre tête avec force, souvent alimentées par la douleur de l'exclusion. Mais selon Sigmund Freud, le comportement humain est rarement ce qu'il semble être à première vue. Le silence, l'indifférence, la distance, tout cela peut être un symptôme, et non une intention. Un symptôme de conflit interne, d'anxiété, de changement psychologique profond qu'il ne peut peut-être même pas nommer. Freud a enseigné que l'inconscient gouverne une grande partie de nos actions. Il comparait l'esprit à un iceberg. La petite partie visible au-dessus de l'eau est la conscience, mais la plus grande partie, immense et cachée, se trouve sous la surface. L'inconscient. C'est là que résident les désirs refoulés, les peurs inavouées, les traumatismes oubliés et les défenses émotionnelles qui façonnent ce que nous disons, faisons et ne faisons pas. Souvent, ce qui semble être un choix conscient, comme ignorer quelqu'un, est en fait une réaction automatique, une défense psychologique contre des émotions douloureuses auxquelles on ne sait pas faire face. Un homme qui se renferme peut être confronté à la peur de vieillir, à la perte de son identité professionnelle après la retraite, à un sentiment d'inutilité ou à des fantômes du passé qui ressurgissent silencieusement à la cinquantaine. Il peut se sentir incapable, déplacé, sans but. Et au lieu d'exprimer cela, son inconscient choisit le silence comme bouclier. Il ne vous ignore pas par méchanceté, il se protège peut-être inconsciemment de lui-même. Cette perspective change tout.
Au lieu de réagir par des accusations ou des reproches qui ne font qu'accroître la distance et renforcer l'isolement, vous pouvez commencer à voir son comportement comme une demande d'aide déguisée. Freud disait que les symptômes sont des messages de l'inconscient. Toute névrose, tout comportement répétitif ou inadapté a une signification. Son silence est une forme de langage, et, comme tout langage, il peut être décodé si quelqu'un veut bien l'écouter attentivement. La première étape consiste donc à cesser d'interpréter le silence comme une attaque personnelle. Cela ne signifie pas accepter les mauvais traitements, ni tolérer le manque de respect. Cela signifie adopter une attitude différente, celle de l'observation clinique et non du jugement émotionnel. Demandez-vous, qu'est-ce qui a changé récemment dans sa vie? A-t-il pris sa retraite? A-t-il des problèmes de santé? Se sent-il exclu par ses enfants? Est-il confronté à des changements physiques ou financiers? Quand exactement a-t-il commencé à se renfermer? Ces questions ne visent pas à le culpabiliser, mais à comprendre le contexte émotionnel dans lequel il vit. En reconnaissant le silence comme un symptôme, vous brisez le cycle du conflit. Au lieu de dire « tu m'ignores », qui sonne comme une accusation, vous pouvez dire « j'ai remarqué que tu es plus silencieux ces derniers temps. Tout va bien ?» C'est une approche qui n'accuse pas, ne met pas la pression, mais invite. Et c'est souvent exactement ce qui ouvre la porte au dialogue. Car au fond, ce dont il a peut-être besoin, ce n'est pas d'être davantage sollicité, mais de sentir qu'il est toujours vu, non pas comme un mari imparfait, mais comme un homme qui lutte contre ses propres démons. Freud croyait que la guérison commence par la compréhension. Et la compréhension commence par le courage de regarder ce qui fait mal, non seulement en nous, mais aussi chez l'autre. Le silence de votre mari n'est peut-être pas la fin de votre amour. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre, si vous savez écouter ce qu'il ne dit pas. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Freud a révolutionné la psychologie en montrant que nos relations ne sont pas seulement régies par la raison, l'amour conscient ou le choix délibéré. Elles sont profondément façonnées par des forces qui échappent à notre contrôle direct, l'inconscient. Il croyait qu'au cours de notre vie, nous accumulons des désirs refoulés, des traumatismes infantiles, des fantasmes inassouvis et des peurs cachées, tous stockés dans les recoins sombres de notre esprit, attendant le moment propice pour émerger. Et ces forces continuent d'influencer nos choix, en particulier dans nos relations les plus intimes, où nous sommes le plus vulnérables. Dans un mariage de longue date, ces forces inconscientes deviennent encore plus actives. Des années de vie commune créent un réseau émotionnel complexe, où le passé et le présent s'entremêlent. Un homme qui commence à ignorer sa femme n'agit peut-être pas par manque d'amour, mais en répétant des schémas inconscients qui ont façonné sa personnalité bien avant le mariage. Il a peut-être grandi avec une mère dominatrice et maintenant, lorsqu'il sent que sa femme réclame de l'attention ou exprime des besoins émotionnels, il se replie sur lui-même comme un mécanisme de défense automatique, comme s'il se trouvait face à la même figure oppressive de son enfance. Ou peut-être a-t-il intériorisé depuis son enfance l'idée que les émotions sont des signes de faiblesse, une croyance courante chez les générations plus âgées, renforcée par la culture masculine traditionnelle, qui exige que l'homme soit fort, contrôlé, impassible. Freud appelait ce phénomène la compulsion de répétition, la tendance humaine à revivre, dans les relations actuelles, les dynamiques émotionnelles du passé. Même si elles sont douloureuses, ces répétitions apportent un faux sentiment de sécurité. La souffrance connue est plus tolérable que l'inconnu. Si votre mari a grandi dans un foyer où l'affection était rare, où le silence était la norme et où les émotions étaient réprimées, il est possible qu'il reproduise inconsciemment ce modèle, non pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce que c'est ce qui lui semble normal, ce qu'il a appris comme étant la façon d'être dans une relation. Comprendre cela ne justifie pas son comportement. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer la distance ou le désintérêt. Mais cela dépersonnalise la douleur. Lorsque vous réalisez que sa distance n'a rien à voir avec vous, il ne rejette pas la femme que vous êtes, mais qu'il s'agit plutôt d'une réaction à des conflits internes, à des souvenirs anciens, à des blessures non cicatrisées, vous gagnez un espace émotionnel précieux. Vous cessez de vous sentir coupable, abandonnée, insuffisante. Et dans cet espace, vous pouvez commencer à agir avec plus de lucidité, avec plus d'autorité émotionnelle. Une façon pratique d'appliquer cette compréhension est d'observer les schémas de comportement. Demandez-vous, quand exactement se renferme-t-il?
Est-ce lorsque vous parlez de sentiments, quand vous évoquez l'avenir de votre mariage, quand il y a des tensions dans la famille? Notez mentalement ces déclencheurs. Ils sont des indices de ce qui est activé dans son inconscient. Au lieu de le confronter directement, ce qui pourrait renforcer ses défenses, essayez de créer un environnement de sécurité psychologique. Freud disait que l'inconscient ne s'ouvre que lorsqu'on se sent en sécurité, lorsqu'il n'y a pas de menace de jugement ou de pression. De petits gestes peuvent faire une grande différence. Une légère touche sur le bras en passant à côté de lui, un souvenir affectueux du passé. Tu te souviens quand on est allé à la plage en 98, ou simplement s'asseoir à côté de lui en silence, sans rien attendre, sans exiger de dialogue. Ces gestes subtils disent sans mots, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Vous pouvez être qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de l'analyser comme un thérapeute. Mais vous pouvez devenir une observatrice attentive de votre dynamique émotionnelle. Et ce faisant, transformer votre relation en un espace où l'inconscient peut, petit à petit, émerger à la lumière, non pas pour être jugé, mais pour être compris. Car souvent, le chemin du retour vers l'affection ne commence pas par des exigences, mais par de la patience. Non pas par des exigences, mais par la présence. Une erreur courante et profondément humaine, lorsque votre partenaire s'éloigne, est d'exiger davantage d'attention. Vous commencez à poser plus de questions, à rechercher plus de contacts, à montrer plus d'affection, à essayer de forcer l'intimité qui existait auparavant naturellement. Tout cela dans l'espoir sincère de reconquérir le lien, de ramener l'homme qui vous regardait autrefois avec intérêt, avec complicité. Mais selon Sigmund Freud, ce type de réaction, aussi bien intentionnée soit-elle, peut avoir exactement l'effet inverse de celui escompté. Freud considérait le désir humain comme quelque chose de paradoxal. Contrairement à l'amour romantique idéalisé, le véritable désir ne s'épanouit pas dans la plénitude, la sécurité ou la disponibilité totale. Il naît du manque, de la distance, de ce qui n'est pas dit, de ce qui reste en suspens. Plus quelque chose ou quelqu'un devient accessible, prévisible et constant, moins il suscite le désir. C'est pourquoi Freud faisait la distinction entre l'amour et le désir. L'amour peut se nourrir de la routine, mais le désir a besoin de mystère, de tension, de quelque chose qui n'a pas encore été totalement conquis. Lorsque vous devenez trop présent, émotionnellement disponible et prévisible, vous risquez de tomber dans ce que Freud appelait l'objet familier, quelqu'un de si familier, si sûr, si intégré à la routine qu'il perd tout son charme. Vous cessez d'être une personne désirée et devenez une fonction, l'épouse, la soignante, la responsable de la maison, de la famille. Et dans ce processus, l'élément érotique, le charme psychique, peut s'éteindre. L'homme qui ignore sa femme peut inconsciemment réagir à ce sentiment que la relation a perdu son élément de désir. Il n'a pas nécessairement cessé de vous aimer, mais il a peut-être cessé de vous désirer, non pas par manque d'attirance physique, mais par absence de tension émotionnelle, de mystère, de surprise. Et ironiquement, votre tentative de vous rapprocher avec plus d'affection, plus d'exigence, plus d'insistance, peut renforcer cette perception de banalité. Cela semble paradoxal, mais c'est une loi psychologique. Plus vous poursuivez, plus vous éloignez le désir. La solution n'est donc pas de le poursuivre, il faut se retirer stratégiquement. Cela ne signifie pas abandonner la relation, se venger ou le punir par l'indifférence. Cela signifie réintroduire le mystère. Cela signifie faire un pas en arrière, non pas avec colère, mais avec dignité et estime de soi. Freud croyait que le désir ne peut renaître que lorsqu'il y a un espace, un vide, une absence qui éveille la curiosité, le souvenir, la question. Que se passe-t-il avec elle? Pourquoi n'est-elle plus aussi disponible? Cela peut se manifester de plusieurs façons pratiques. Adonnez-vous à un nouveau passe-temps. Peignez, apprenez une langue, jouez d'un instrument. Cultivez des amitiés qui nourrissent votre identité en dehors du mariage. Voyagez avec des amis. Participez à des groupes. Allez au théâtre. Lisez des livres qui vous poussent à réfléchir. Parlez moins des problèmes de votre mariage et plus de ce que vous vivez, ressentez, découvrez. Montrez naturellement que votre vie a de la valeur, de la profondeur et du mouvement au-delà de lui. Freud dirait que vous réaffirmez votre narcissisme sain, la capacité de vous aimer, de vous valoriser, de vous désirer, même dans une relation de longue date. Et c'est exactement cela qui éveille le désir chez l'autre, non pas la dépendance, mais l'indépendance émotionnelle. Quand il se rendra compte que vous n'êtes plus prisonnière de sa validation,
que votre estime de vous-même ne dépend pas de son attention, quelque chose pourra changer. Il pourra commencer à vous regarder avec d'autres yeux. Non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que le désir humain est, par nature, attiré par ce qui n'est pas complètement à sa portée. Par ce qui demande un effort, une découverte, un mouvement. Ce n'est pas un jeu, c'est une réaffirmation de l'identité. Et c'est souvent le seul moyen pour que l'autre vous voie à nouveau, non pas comme une certitude, mais comme une possibilité. L'un des concepts les plus puissants et révolutionnaires développés par Sigmund Freud est celui du transfert. Il a découvert que dans toute relation intime, en particulier en thérapie, mais aussi dans le mariage, les gens ont tendance à projeter sur leur partenaire actuel les sentiments, les désirs, les peurs et les attentes de leur relation passée. Ces projections proviennent principalement de l'enfance. Des figures telles que le père, la mère, les frères et sœurs, ou les personnes qui s'occupent de nous, laissent des traces profondes dans notre structure émotionnelle. Et ces traces continuent d'influencer nos relations à l'âge adulte. Dans les mariages de longue durée, le transfert n'est pas une exception, c'est une règle invisible. Votre mari peut inconsciemment vous voir non pas comme la femme que vous êtes aujourd'hui, mais comme une figure du passé. Peut-être la mère qui était trop exigeante, la professeure autoritaire, l'ex-femme qui le contrôlait, ou même une figure d'autorité qu'il a appris à défier ou à craindre. De la même manière, vous transférez peut-être sur lui l'image de votre père absent, de votre ex qui vous a trompé, ou l'image idéalisée d'un mari parfait qui, en réalité, n'a jamais existé. Quand il vous ignore, ce n'est peut-être pas vous qui l'ignore, mais l'image inconsciente qu'il a projetée sur vous. Il ne réagit pas à votre personne réelle, mais à un fantôme du passé qui hante son esprit. Et cela change complètement la façon dont vous pouvez interpréter et répondre à ce comportement. La clé ici est de prendre conscience du transfert. Au lieu de réagir à son éloignement comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, comme s'il agissait par manque d'amour ou par indifférence, demandez-vous, réagit-il à quelque chose que je représente pour lui, et non à qui je suis vraiment? Est-ce qu'en exigeant de l'attention, en montrant de l'inquiétude, en voulant résoudre les problèmes, je réveille en moi une figure qu'il a appris à éviter ou à craindre? Freud utilisait le transfert en thérapie comme un outil de guérison. Il savait que lorsque le patient projetait des sentiments sur le thérapeute, cela révélait des conflits internes non résolus. Et en mettant cela en lumière, il était possible de travailler sur ces conflits. Vous pouvez faire de même dans votre mariage, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que partenaire consciente. Vous pouvez utiliser le transfert pour transformer, et non pour souffrir. Comment? En créant de nouvelles expériences émotionnelles. S'il vous perçoit inconsciemment comme une personne exigeante, commencez à vous montrer comme une alliée. S'il vous perçoit comme une personne contrôlante, montrez-lui que vous respectez son autonomie et que vous appréciez son espace. L'idée n'est pas de faire semblant, mais d'offrir une nouvelle version de vous-même, une version qui remet en question la projection qu'il porte en lui. De petits changements d'attitude peuvent briser le cycle de la projection. Par exemple, au lieu de dire « Tu dois m'écouter, nous nous éloignons l'un de l'autre », dites plutôt quelque chose comme « J'ai remarqué que tu es plus réservé ces derniers temps. Si tu veux en parler, je suis là, sans jugement ni pression. » Ou au lieu d'insister pour résoudre un conflit immédiatement, dites « Laissons cela de côté pour l'instant. Si tu veux en reparler plus tard, je t'écoute. » Ces phrases simples ont un pouvoir énorme. Elles désarment la défense inconsciente. Lorsqu'il se rend compte que vous n'essayez pas de le confronter, de le contrôler ou de lui faire des reproches, la projection commence à perdre de sa force. Il commence à vous voir non plus comme la figure du passé, mais comme quelqu'un de nouveau, de différent, d'imprévisible, et donc de plus intéressant. Le transfert n'est donc pas un obstacle, c'est une opportunité. En la comprenant, vous pouvez petit à petit reprogrammer la dynamique relationnelle. Non pas avec force, mais avec subtilité. Non pas en exigeant, mais en étant présente. Et avec le temps, il peut commencer à vous voir non pas comme un personnage du passé, mais comme une femme réelle, complexe, vivante, et digne de désir et de respect. Freud a peu écrit directement sur le vieillissement, mais sa théorie de la structure de l'esprit, le ça, le moi et le surmoi, offre des aperçus profondément pertinents pour comprendre ce qui arrive à un homme à la cinquantaine et au-delà. Les hommes de plus de 50 ans sont souvent confrontés à une crise existentielle silencieuse, la perte de leur vigueur physique, la retraite, le changement de leur rôle social, le sentiment que le temps leur échappe.
Tout cela peut déclencher de l'anxiété, de la mélancolie, de la dépression et souvent un repli émotionnel, un éloignement qui se manifeste souvent par l'indifférence, le silence ou l'absence affective. Le mari qui ignore sa femme ne rejette peut-être pas le mariage, mais il est aux prises avec le poids de changements profonds. Il peut être confronté à la peur de vieillir, à la perte d'identité liée au travail ou au sentiment oppressant que sa vie a déjà dépassé son apogée. Freud dirait que, dans ces moments de transition, le surmoi, l'instance interne qui représente la morale, la critique et le modèle de perfection, peut devenir particulièrement oppressant. Il se juge alors sévèrement. « Je ne sers plus à rien. J'ai perdu mon utilité. Je n'ai plus aucune valeur. » Cette autocritique peut être si douloureuse qu'il préfère s'isoler, pour cacher sa honte, pour ne pas montrer ce qu'il ressent comme une faiblesse. Et le silence, dans ce contexte, est un mécanisme de défense psychique. Il se renferme non pas pour vous blesser, mais pour se protéger de sa propre douleur. C'est une façon de dire « je ne veux pas que vous me voyiez ainsi ». Et souvent, il n'a même pas les mots pour expliquer ce qu'il ressent. Juste un vide, une fatigue existentielle, le sentiment que le meilleur est déjà passé. Ici, votre rôle n'est pas de le réparer, ni de forcer un changement. Il s'agit d'être témoin de sa douleur sans jugement. Freud accordait une grande importance à l'écoute empathique comme outil de guérison. Il savait que souvent, le simple fait d'être écouté sans critique, sans tentative de solution immédiate, a déjà un pouvoir thérapeutique. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je sais que cette période de ta vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de changements. Si vous voulez en parler, je suis là, pas pour régler les problèmes, juste pour écouter. » Ces mots simples ont un poids énorme. Ils disent « Je vois votre douleur. Vous n'êtes pas seul. Votre présence compte toujours, même si vous n'allez pas bien. » En outre, vous pouvez encourager avec légèreté des activités qui aident à reconstruire le sens de la vie. Freud croyait que l'être humain a besoin de pulsions créatives, ce qu'il appelait Eros, la force vitale qui anime la vie, l'art, l'amour et la construction. Lorsque ces pulsions sont bloquées, le psychisme entre dans un état de stagnation. Mais lorsqu'elles sont activées, même tardivement, il y a un renouveau psychique. Suggérez-lui sans pression un cours de peinture, du bénévolat pour une cause qui lui tient à cœur, un projet avec ses petits-enfants, un voyage avec des amis ou même une thérapie. Freud considérait la thérapie non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de courage, un mouvement pour se reconnaître, se réorganiser, se réinventer. Lorsque l'homme redécouvre un sens, lorsqu'il sent qu'il peut encore apporter quelque chose, qu'il est encore capable d'apprendre, d'être ému, de créer, le lien affectif a tendance à se réchauffer naturellement. Il n'a pas besoin d'être le même homme qu'à 30 ans, mais il peut être un homme nouveau, plus mûr, plus conscient, plus connecté à lui-même. Affronter les fantômes du vieillissement, ce n'est pas nier la douleur du temps qui passe. C'est la reconnaître, l'accepter et aller de l'avant avec dignité. Et c'est souvent sur ce chemin de reconstruction que l'amour, renouvelé, trouve un espace pour revenir. Freud considérait les rituels non pas comme de simples répétitions, mais comme des structures symboliques essentielles pour maintenir l'ordre dans le monde émotionnel. Au milieu du chaos des désirs, des conflits et des angoisses, les rituels apportent prévisibilité, sécurité et sens. Ils sont comme des points d'ancrage dans le courant de la vie psychique. Dans le mariage, surtout après des décennies de vie commune, les petits rituels quotidiens, prendre le café ensemble, s'embrasser avant d'aller se coucher, se promener main dans la main le dimanche, ou simplement s'asseoir sur le canapé après le dîner, ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont des actes symboliques d'amour, des gestes qui, répétés au fil du temps, construisent et maintiennent le lien affectif. Lorsque ces rituels disparaissent, le lien s'affaiblit, non pas de manière brutale mais progressivement, comme une plante qui n'est plus arrosée. Le silence s'installe, l'intimité se désagrège et le couple cohabite sans vivre ensemble. Le problème n'est pas seulement l'absence de dialogue, mais la perte du symbolisme quotidien, du langage non-verbal qui dit « tu comptes pour moi, je te choisis, tous les jours ». Mais attention, il ne s'agit pas de forcer les routines, d'imposer des horaires ou d'exiger le retour d'habitude comme s'il s'agissait d'une tâche à accomplir. Cela semblerait artificiel, voire mécanique. Il s'agit plutôt de réactiver le symbolisme derrière ces gestes. Freud dirait que chaque petit geste quotidien a une signification inconsciente. Une légère tape sur l'épaule en passant, un mot gentil sur le réfrigérateur, un compliment spontané.
Tu es belle aujourd'hui. Tout cela est un langage d'affection. C'est une façon de dire, sans mots, je te vois encore, je suis toujours là. La beauté de ces rituels réside dans leur simplicité. Ils n'ont pas besoin d'être grandioses. Ils ne nécessitent pas de voyages, de cadeaux coûteux ou de déclarations dramatiques. Ils exigent seulement de la présence, de l'intention. Des souvenirs affectifs. Vous pouvez suggérer, avec légèreté et sans exigence, le retour d'une habitude significative. Je me suis souvenu de notre habitude de prendre le thé l'après-midi. Que diriez-vous de reprendre cette tradition, juste nous deux, comme avant? Ou simplement préparer le thé et poser la tasse à côté de lui avec un sourire discret, non pas pour lui rappeler qu'il a échoué, mais comme une invitation silencieuse. Je suis là, et je me souviens de nous. Ces gestes recréent le sentiment de partenariat. Ils disent, malgré le temps, les changements, les silences, je choisis toujours ce lien. Et souvent, c'est exactement cela qui suscite chez l'autre une réponse émotionnelle authentique, non par obligation mais par un élan intérieur. Freud savait que le symbolique a un pouvoir curatif. Un rituel retrouvé n'est pas seulement une habitude reprise, c'est une redécouverte de l'affection. C'est la reconstruction d'un espace partagé, où l'amour n'a pas besoin d'être expliqué, mais simplement vécu. Et lorsque ces petits rituels reviennent, même de manière intermittente, quelque chose change. Le silence cesse d'être une barrière et peut devenir un silence accueillant. Le genre de silence qui existe entre deux personnes qui se sentent en sécurité, même sans parler. Rétablir le rituel, ce n'est pas revenir au passé. C'est honorer l'histoire que vous avez construite, tout en ouvrant la voie à un nouveau chapitre, où l'amour n'est pas crié, mais murmuré, chaque jour, dans de petits gestes profonds. Freud disait une phrase apparemment simple, mais d'une grande profondeur. Là où était le ça doit venir le moi. En d'autres termes, pour qu'il y ait une véritable transformation, dans la vie, dans l'amour, dans le psychisme, il faut que le moi se renforce. Que la conscience, la compréhension de soi, la capacité de choisir, prennent la place dominée par les pulsions aveugles, les réactions automatiques, la souffrance répétitive. Et cette transformation ne commence pas chez l'autre, elle commence en vous. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont ignorées par leur mari, entrent dans une crise d'identité silencieuse. La question n'est pas seulement « pourquoi me traite-t-il ainsi ?» mais « ne suis-je plus belle, intéressante, désirable, aimée ?» Ces questions ne surgissent pas par vanité, mais par un instinct humain fondamental, celui de vouloir être reconnu. Et lorsque cette reconnaissance disparaît, en particulier de la part de quelqu'un avec qui on a partagé sa vie, l'identité peut sembler s'effondrer. Mais selon Freud, la réponse à cette douleur ne se trouve pas en lui. Elle se trouve en vous, pas dans l'effort de le reconquérir, de le changer, de prouver votre valeur. Elle se trouve dans le courage de tourner votre regard vers l'intérieur, de prendre soin de votre subjectivité, de votre vie intérieure, de vos désirs, de votre sens de l'existence. Prendre soin de sa subjectivité n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition fondamentale pour toute relation saine. Freud croyait que seuls ceux qui se connaissent, ceux qui ont un moi fort, peuvent aimer véritablement, non par nécessité, dépendance ou peur de la solitude, mais par libre choix. Lorsque vous vous comprenez, lorsque vous reconnaissez vos propres ombres, vos désirs refoulés, vos blessures non guéries, vous cessez de projeter sur l'autre la responsabilité de votre bonheur. Et c'est exactement à ce moment-là que quelque chose change dans la relation. Non pas parce que vous avez fait un effort pour plaire, mais parce que vous vous êtes reconstruit. Comment faire cela dans la pratique? Commencez par de petits gestes, mais puissants, qui vous permettent de prendre votre vie en main. Suivez une thérapie, non pas comme un signe de fragilité, mais comme un acte de courage. Écrivez un journal. Notez ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous regrettez. Lisez des livres qui remettent en question votre façon de penser. Cultivez des envies qui n'ont rien à voir avec le mariage, un voyage, un cours, un jardin, un groupe artistique. Réécoutez la musique qui vous touche. Dansez seul dans votre cuisine. Renouez avec des amis que vous avez négligés. Rappelez-vous qui vous étiez avant d'être épouse, mère, aidante. Freud considérait le narcissisme non pas comme de la vanité, mais comme un amour sain de soi-même, une base essentielle pour aimer l'autre. Lorsque vous vous valorisez, lorsque vous montrez que votre vie a une profondeur qui va au-delà de lui, quelque chose d'inévitable se produit. Il est obligé de vous voir avec un regard neuf, non pas parce que vous l'avez manipulé,
mais parce que vous êtes redevenu une présence vivante, désirable, imprévisible. Cela ne garantit pas qu'il changera, mais cela garantit que vous avez changé. Et c'est ce changement intérieur qui transforme tout. Car au final, vous ne dépendez plus de sa reconnaissance pour vous sentir entière. Vous vous reconnaissez déjà. Et quand cela arrive, son silence perd le pouvoir de vous blesser. Vous restez dans la relation non par peur d'être seul, mais par choix. Et si un jour il se retourne vers vous, ce sera pour voir non pas une femme qui implore son attention, mais une femme qui, même silencieuse, brille de l'intérieur. Prendre soin de sa subjectivité n'est pas le dernier recours. C'est la première étape, et la plus importante. Selon Freud, l'amour n'est jamais statique. Ce n'est pas un état fixe, un sentiment que l'on atteint et qui dure pour toujours. L'amour est un processus, un champ dynamique de force, de désir, de conflit, de projection et de reconstruction. C'est quelque chose qui doit être cultivé, revisité, compris, même et surtout lorsqu'il semble perdu. Lorsque votre mari vous ignore, cela ne signifie pas nécessairement la fin. Cela peut être un symptôme de distanciation, mais cela peut aussi être un signe de transformation, une occasion d'approfondir votre relation, de regarder avec plus de courage ce qui se passe en lui, en vous et entre vous deux. Les 7 actions que nous avons parcourues dans cette vidéo, reconnaître le silence comme un symptôme, comprendre le rôle de l'inconscient, ne pas réagir avec une avidité affective, utiliser le transfert à votre avantage, affronter les fantômes du vieillissement, restaurer les rituels avec symbolisme et surtout prendre soin de votre subjectivité en premier lieu, ne sont pas des formules magiques. Elles ne promettent pas qu'il vous aimera à nouveau comme avant, car le passé ne revient pas. Mais ces actions sont des chemins vers une relation plus consciente, plus mature, plus vraie. Vous n'avez pas à accepter l'abandon émotionnel, mais vous n'avez pas non plus à vous perdre dans une tentative désespérée de récupérer ce qui a été perdu. Le véritable amour à maturité n'est ni une passion aveugle ni une dépendance. C'est un choix quotidien. C'est le courage de regarder ce qui fait mal, en lui, en vous, entre vous, sans renoncer au lien, mais sans s'annuler. Et souvent, c'est précisément dans le silence, dans le vide apparent, que naît la possibilité d'un nouveau départ. Un départ qui ne repose pas sur l'illusion de la perfection, mais sur l'acceptation de la complexité humaine. Sur la compréhension que l'amour véritable, c'est marcher ensemble même lorsque le chemin est sombre. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait vous sentir vu, entendu, moins seul dans ce processus, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Peut-être une amie, une sœur, une voisine qui marche aussi en silence aux côtés de quelqu'un qui ne parle plus. Parce que personne ne devrait affronter cette douleur sans savoir qu'elle a un sens et qu'il existe des chemins à suivre. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions profondes sur l'amour, la psyché, le vieillissement et les relations avec sagesse. Parce qu'à 50, 60, 70 ans ou plus, vous n'êtes pas en dehors de l'histoire. Vous êtes au cœur de celle-ci. Et votre amour, votre vie, votre subjectivité continuent d'avoir de l'importance, profondément. À la prochaine rencontre. Avec respect, empathie et vérité. Si cette réflexion vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.